Bonjour à toutes et à tous. On est ravis encore de vous retrouver aujourd'hui. Alors, il y a peut-être des nouveaux, ce webinaire étant tout public. Début avril, on faisait le premier webinaire public organisé par le groupe Quintessence et avec son partenaire Privilège Courtage. C'était justement sur les placements, qu'est-ce qu'il fallait faire pendant cette période un petit peu particulière. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions suite à ça sur un placement plus particulier qui était l'assurance vie, puis aussi via nos clients, via des gens qui peuvent nous contacter. Donc, on a décidé d'en faire un webinaire à part entière et toujours avec Vincent Fournier. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le responsable du développement des marchés produits financiers au sein du groupe Quintessence et de Privilège Courtage, et puis qui a une grande expérience sur tous ces produits-là et qui va vraiment vous expliquer l'assurance vie, c'est pour qui, c'est pourquoi, et puis un petit peu au-delà des idées reçues qu'on peut des fois avoir là-dessus. Alors du coup, on a un petit peu innové aussi. Vous avez en plus de l'onglet chat où je vois déjà tous les bonjours. Donc ça, c'est un onglet qui est public. Vous avez aussi l'onglet questions où vous pouvez poser toutes vos questions et j'y reviendrai à la fin de la présentation pour pouvoir les poser à Vincent. Et on a mis un petit onglet sondage. Alors, pour ceux qui sont déjà là, et comme ça fera venir ceux qu'on attend encore, si vous pouvez y répondre, voilà, je vois qu'il y en a qui répondent beaucoup déjà. Êtes-vous intéressé déjà pour souscrire un contrat d'assurance vie? Donc, peut-être vous venez sur ce webinaire pour cela. Et est-ce que vous avez déjà... alors, j'ai mis un petit peu la même question, excusez-moi. Avez-vous déjà souscrit un contrat d'assurance vie? Effectivement, c'est pas la même question. Donc, vous pouvez avoir déjà des contrats d'assurance vie. Est-ce que vous en avez un ou pas? Et que vous en ayez un ou pas, est-ce que vous êtes intéressé par peut-être découvrir d'autres contrats d'assurance vie? Donc voilà, je vois les gens qui commencent à répondre. Alors, effectivement, pour l'instant, on a plus de 70% qui ont déjà un contrat d'assurance vie. C'est pas étonnant, c'est effectivement le placement préféré des Français. Je pense qu'il y a déjà pas mal de monde, donc je vais pouvoir commencer à te laisser la parole, Vincent, et puis un petit peu faire découvrir aux gens ce placement, justement l'assurance vie. On se retrouve à la fin pour les questions. À toi, Vincent. Merci Marie-Claire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire spécial assurance vie. Après celui que nous avions effectivement réalisé sur les placements, l'idée était de voir ce qu'on pouvait dire sur ce placement assurance vie. Alors, l'assurance vie, c'est, comme le disait Marie-Claire, le placement préféré des Français. On va voir pourquoi. On va voir pour qui aussi. C'est un peu l'idée de ce thème. On pourrait dire beaucoup de choses. On pourrait passer des heures et des heures, voire des journées entières à parler d'assurance vie, parce que c'est effectivement un placement très riche. L'idée de ce webinaire, ça a été quand même de réduire et d'essayer de synthétiser les choses pour déjà bien comprendre, avoir, je dirais, les points essentiels et puis après de pouvoir approfondir les sujets de chacun avec un conseiller si c'est nécessaire. Donc je vous propose de commencer. L'assurance vie, pour qui, pourquoi? Alors, une définition, hein, on va essayer de définir ce que c'est que l'assurance vie. Avant tout, c'est un placement financier. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Ça existe depuis assez longtemps. Cette enveloppe fiscale accueille différents supports d'investissement et le plus connu, le plus célèbre, c'est le fonds en euros. Les premiers contrats d'assurance vie, d'ailleurs, ne proposaient que du fonds en euros. Aujourd'hui, la plupart des contrats sont ce qu'on appelle des contrats multi-supports. Ça veut dire que à l'intérieur de cette enveloppe fiscale, de ce placement, on peut avoir ce qu'on appelle des unités de compte. Les unités de compte, ce sont des investissements qui sont réalisés au travers de fonds collectifs dans des actions, dans des obligations, de l'immobilier, des métaux précieux, ce qu'on appelle des placements dérivés. Alors, toute la gestion dans une assurance vie se fait au travers de fonds collectifs. Les OPCVM, donc les organismes de placement collectif de valeurs mobilières, les fonds communs de placement ou la SCPI, Société civile de placement immobilier. Et l'objectif, à travers l'investissement dans ces fonds, c'est de faire, bien sûr, fructifier son capital pour soi-même ou pour ses proches. Alors, premier point, l'assurance vie n'est pas une assurance décès. On souscrit une assurance pour sa voiture,
c'est une assurance en cas d'accident. On pourrait souscrire une assurance décès ou accident de la vie, et ce n'est pas une assurance vie pour le coup. Là, on est bien sur un placement financier. Alors, les différents intervenants. Il est important, je pense, lorsqu'on parle d'assurance vie, de bien comprendre qui sont les intervenants dans un contrat. Bien sûr, il y a le souscripteur, l'adhérent. Ça peut être une personne physique. Ça peut être aussi une personne morale. On a des entreprises qui peuvent être souscripteurs de contrats d'assurance, plutôt de contrats d'assurance capitalisation pour le coup. On va également, ce souscripteur va désigner un bénéficiaire dans une clause spécifique. Le souscripteur adhérent, c'est celui qui va effectuer les versements, qu'ils soient ponctuels ou périodiques. Et puis, c'est aussi celui qui va faire les opérations de gestion, les rachats, les arbitrages, ou même demander une avance sur son contrat. L'autre intervenant, bien entendu, c'est l'assureur. L'assureur, c'est l'organisme auprès duquel on souscrit son contrat, ou ses contrats, parce qu'effectivement, on peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie. Il n'y a aucune limitation dans le nombre de contrats que l'on peut détenir. L'assureur, c'est lui qui va régler, qui va gérer le contrat, qui va s'occuper de toutes les opérations pour son souscripteur. Et enfin, dans un contrat d'assurance vie, c'est le bénéficiaire. Effectivement, lorsqu'on ouvre un contrat d'assurance vie, on va désigner une ou plusieurs personnes comme bénéficiaires, et ces personnes sont celles qui peuvent recevoir le capital en cas de décès du souscripteur. Ça peut être un membre de la famille, mais ça peut être une autre personne. On a énormément de choix. D'ailleurs, la rédaction de la clause bénéficiaire, on en parlera un petit peu, mais c'est un sujet sur lequel je vous invite réellement à prendre du temps, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette clause bénéficiaire, mais ça demande effectivement de rentrer dans la technique. Alors, les différents versements, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'on peut faire avec un contrat d'assurance vie. Il y a le premier versement, ce qu'on appelle le versement initial, c'est l'ouverture du contrat. Dans un contrat d'assurance vie, on peut faire des versements ponctuels, c'est-à-dire que même si on a déjà ouvert un contrat, 1 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans après, on peut à nouveau faire un versement à tout moment dans un contrat. On peut même faire un versement, ce qu'on appelle programmé, c'est-à-dire que l'on va décider de mettre mensuellement en place, ou trimestriellement ou annuellement, un versement qui va se faire de manière automatique. Les règles, au niveau des minimums, etc., sont propres à chaque contrat, mais ce sont généralement des montants tout à fait accessibles. Chaque versement supporte ce qu'on appelle des frais d'entrée, qui sont modifiables en fonction du contrat. Ces frais d'entrée sont la rémunération de la compagnie d'assurance vie et des conseillers. Alors, résumons un petit peu. Ce placement financier, qu'on appelle assurance vie, offre beaucoup d'atouts. Le premier, c'est la sécurité, qui est celle de la compagnie d'assurance vie. Effectivement, lorsqu'on place auprès d'une compagnie, ce n'est pas un investissement qu'on fait comme ça, sans savoir un petit peu où on va. Non, les compagnies d'assurance vie sont toutes solvables, elles sont encadrées par une réglementation qui est très stricte, qui s'est renforcée avec les années. Les assureurs sont tenus d'avoir des ratios minimums, sont tenus d'avoir des dépôts pour garantir effectivement les investissements réalisés par les assurés. Donc le cadre juridique aussi est stable. Le principe de transmission hors succession existe depuis la création de l'assurance vie. L'État veille à ce que ce cadre reste stable. Et aujourd'hui, si vous impôt.gouv, vous verrez que lui-même, l'État, fait la promotion de l'assurance vie en expliquant que c'est un placement qui offre de nombreux avantages, y compris des avantages fiscaux. Le troisième atout de l'assurance vie, c'est sa souplesse de fonctionnement. En fait, ce placement offre une très grande souplesse. Ça veut dire que l'on peut faire des dépôts, mais on peut faire aussi des retraits, des arbitrages. Bref, on est libre de gérer ce contrat comme on l'entend. Et comme je vous le disais, il offre des avantages fiscaux, on le verra un petit peu plus tard. Et puis, dernier point, c'est que peut-être que parmi vous, avoir un contrat d'assurance vie, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque contrat est différent.
on est capable, c'est vraiment du sur-mesure, d'avoir le contrat que l'on souhaite et qui va même pouvoir évoluer dans le temps, puisqu'on va pouvoir choisir la classe d'actifs, choisir les supports sur lesquels on va investir, et donc choisir son couple, ce que j'appelle le couple rendement-risque, entre eh bien, effectivement, le fonds en euros avec le capital garanti, mais aussi les fonds immobiliers, les fonds actions, une diversification. On va pouvoir choisir de nombreux supports et puis même les faire évoluer dans le temps en fonction de ce que nous recherchons. Je vous ai mis ici donc le fameux triptyque, l'épargnant, la compagnie d'assurance vie, les bénéficiaires, et puis la capacité donc de faire de l'épargne, du retrait et de la transmission, et ainsi, c'est un placement qui va nous accompagner quasiment tout au long de notre vie. Alors, je considère que l'assurance vie est un placement universel. Et pour illustrer tout ça, j'ai considéré qu'il était intéressant de prendre des exemples. Alors, j'ai pris l'exemple de Mila, 6 ans, une gentille petite fille qui, aujourd'hui, est en primaire, mais ses parents voudraient bien qu'elle fasse des études supérieures. Cas classique, combien coûtent des études supérieures? Quand je fais des formations, j'entends beaucoup de choses là-dessus. Eh bien, j'ai trouvé des chiffres qui sont assez récents, qui ont été faits par CSA pour la société Cofidis. Et on a le coût moyen qui a été estimé à peu près à 7 000 € en moyenne par an et par enfant pour des études supérieures. En études de commerce, c'est même 10 000 €. Donc, pour un bac plus 5, pour 5 années d'études, il faut compter un budget d'à peu près 35 000 € pour financer les études de la petite Mila. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir un contrat d'assurance vie pour un enfant mineur? Eh bien, la réponse est oui. En fait, dès son plus. Je considère que c'est une excellente alternative à de nombreux placements parce que l'assurance vie va permettre de choisir justement des supports qui n'existent pas sous d'autres formes d'investissement, des supports dynamiques. La petite Mila a 6 ans, elle a du temps devant elle, elle va pouvoir choisir des supports qui vont être certes avec des variations, mais plutôt orientés sur de l'immobilier ou de l'action, puisque à long terme, ce sont ces supports-là qui offriront le meilleur rendement. L'autre solution, ça pourrait être aussi de se dire, eh bien écoutez, on va attendre, et puis Mila, à 18 ans, elle ira voir un banquier, puis elle lui demandera un crédit étudiant. C'est aussi une possibilité. Ce que je vous propose, c'est de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. J'ai fait la comparaison, j'ai fait une simulation d'un contrat d'assurance vie qu'on ouvrirait pour Mila en mettant 200 € par mois avec un versement initial de 1 000 €, un taux de rendement de 4,5 pendant une durée de 12 ans, eh bien, on arrive à constituer une épargne de 35 000 € pour Mila et ainsi lui permettre de financer ses études. Bien entendu, cette simulation comprend tous les frais liés à un contrat d'assurance vie. J'ai pris le montant maximum de frais qui est inscrit sur les contrats. Et puis, j'ai fait la comparaison. J'ai mis à côté ce que coûterait un prêt étudiant. Alors, même si les taux d'intérêt sont bas, ici sont bas en épargne, ils sont aussi bas pour le crédit, eh bien, vous vous rendez compte que la mensualité, là, pour le coup, pendant 12 ans, elle serait de 265 €. Donc, ces 65 € sur 12 ans, ça représente de 9 443 €, donc un avantage certain pour l'assurance vie versus le crédit étudiant. Et c'est un bon moyen de pouvoir constituer une épargne pour financer l'étude des enfants. Slide suivante. J'ai voulu vous montrer l'intérêt aussi de souscrire une assurance vie, ne serait-ce que pour se constituer une épargne. Souvent, lorsqu'on a des jeunes, la coutume, c'est d'ouvrir des livrets A notamment, c'est le plus connu. Bien, aujourd'hui, il est important de comprendre qu'un livret A est un support, certes, d'épargne, oui, sans risque, mais avec une rémunération faible, qu'aujourd'hui, si on fait un livret pendant 10 ans, sur lequel on va déposer 100 € par mois, eh bien, on va générer uniquement 300 €, 302 € très exactement, d'intérêt sur ce type d'épargne. À côté, j'ai mis toujours le placement en assurance vie, un versement de 100 € par mois. J'ai volontairement pas mis de versement initial pour pouvoir avoir une comparaison juste.
un taux de rendement moyen de 4,5% sur une durée de 10 ans. Et là, on se rend bien compte que le montant de l'épargne est considérablement plus important puisqu'on arrive à plus de 2100 € d'intérêt versus les 300 € du livret A. Donc, le match assurance vie livret A est largement gagné par l'assurance vie pour sa capacité à avoir des supports notamment dynamiques sur des durées aussi longues. J'ai pris un autre exemple, j'ai pris un jeune couple, Dom et Alex, 23 ans, qui souhaitent effectivement se constituer une épargne pour un investissement immobilier. Cet investissement se fera peut-être d'ici un peu plus de 10 ans, j'ai pris une date de 12 ans. Alors, est-ce que chacun peut ouvrir un contrat d'assurance vie? Bien sûr, la réponse est oui. Je vous l'ai dit, vous pouvez avoir autant de contrats d'assurance vie que vous le souhaitez. Et même si on est en couple, on est marié, pacsé, on peut chacun avoir son contrat d'assurance vie. C'est même une très bonne alternative au fameux plan épargne logement, dont les taux de rémunération sont très faibles. Ils sont en plus de ça fixes. Et puis, ils ne permettent pas d'avoir un rendement ou de bénéficier de supports dynamiques, puisqu'on est limité, le taux est fixé à l'avance. L'intérêt du plan épargne logement pendant longtemps a été considéré comme étant un support pour pouvoir bénéficier d'un prêt à des conditions avantageuses, mais les taux d'intérêt ont fait qu'aujourd'hui, quasiment personne n'utilise cette fonctionnalité du prêt lié au plan épargne logement, puisqu'il est possible d'avoir des taux d'emprunt à des taux beaucoup plus bas que ceux offerts par le plan épargne logement. L'inconvénient en plus du plan épargne logement, c'est que on ne peut pas, c'est pas un placement qui est très souple. On a des versements obligatoires, on ne peut pas suspendre ces versements, on ne peut pas faire de rachat partiel, on est obligé de casser l'intégralité du placement. Donc, j'ai voulu faire la comparaison entre le plan épargne logement et le contrat d'assurance vie. J'ai fait ici la simulation sur le plan épargne logement. Vous voyez, sur une durée de 12 ans, avec un versement initial de 225 €, des versements programmés de 200 € par mois, ça peut être 100 € sur chacun des PEL, on se rend compte qu'au bout de 12 ans, le montant de l'épargne est assez faible, puisqu'on arrive à un capital de 25 444 €, puisque le taux d'intérêt du PEL est plafonné à 1%. En plus de ça, les versements sont limités sur une durée de 10 ans. Donc, le PEL aujourd'hui n'est pas un support d'investissement très rentable sur la durée. À côté de ça, j'ai voulu vous montrer ce qu'on pouvait faire dans un contrat d'assurance vie, ce qu'aurait pu faire notre couple, Dom et Alex, avec un placement en assurance vie. Et puis, comme ils avaient du temps devant eux, ils auraient parfaitement pu investir sur des actions. Et ce que j'ai fait, pour éviter de se projeter dans des choses qu'on ne peut pas connaître, je suis remonté dans le passé. Et j'ai imaginé que Dom et Alex avaient investi début 2008. À ce moment-là, les marchés, on était avant la crise. Volontairement, j'ai choisi cette date où ils sont rentrés, ils ont placé leur argent en commençant par, je dirais, quasiment par le plus mauvais moment, puisqu'ils étaient à un point très haut sur les marchés. Et puis, ils ont commencé par avoir une baisse, ce qui est tout à fait possible. Par contre, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'ils avaient eu la possibilité dans l'assurance vie de choisir des investissements dynamiques, plutôt actions. Et là, j'ai choisi la moitié sur le marché américain et l'autre moitié sur le DAX 30, qui est l'indice allemand, pour donner l'indice des actions allemandes, l'équivalent en fait du CAC 40. Et ici, j'ai simulé le même placement, c'est-à-dire que j'ai mis 200 € mensuels investis par Dom et Alex sur leur contrat d'assurance vie. Eh bien, avec les chiffres qui sont les véritables chiffres de la bourse aux États-Unis et en Allemagne depuis 2008, eh bien, même avec la baisse actuelle qui a été réalisée au mois de mars, eh bien, Dom et Alex auraient un contrat qui serait valorisé à plus de 40 000 €, soit un gain de 10 000 €. Et on se rend bien compte qu'avec le plan épargne logement, on était là à 25 000 € et ici, on arrive à 40 000 €. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai changement, une épargne beaucoup plus importante lorsque l'on choisit des supports dynamiques, y compris avec les baisses de marché. L'intérêt, c'est effectivement d'être capable de faire ce versement mensuel. Et donc, pour se constituer une épargne, quand on a du temps devant soi, l'assurance vie offre, bien entendu, plus de support, plus de choix, plus de souplesse
que le plan épargne logement, y compris pour préparer un investissement immobilier. L'assurance vie comme placement universel, j'ai pris un troisième exemple. J'ai pris l'exemple de Karine, 43 ans, qui est salariée dans le privé. Et puis, comme beaucoup de gens, elle s'inquiète pour sa retraite. Alors, il y a une étude qui a été, je me suis appuyé sur un sondage qui a été réalisé par les Français et l'épargne en mars 2019. Effectivement, beaucoup de gens se posent la question de savoir quel va être le montant de leur retraite. C'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. C'est quel va être le montant de la pension de retraite versus le dernier salaire. Je ne veux pas vous donner une mauvaise nouvelle, mais dans l'ensemble, pour les salariés du privé, on sait que ce taux de remplacement sera compris entre 50 et 60%. Ça veut dire que Karine, si elle a à 43 ans aujourd'hui un salaire de 3 000 €, qu'elle continue d'avoir une petite augmentation, etc., il y a de grandes chances qu'au moment de la retraite, elle ne perçoive que peut-être 1 500 ou 2 000 €, ce qui va complètement changer sa façon de vivre et sa capacité à consommer. Donc, est-ce qu'elle peut ouvrir un contrat et est-ce qu'elle a intérêt à ouvrir un contrat d'assurance vie pour préparer sa retraite ? La réponse est oui. Tout simplement parce que le contrat d'assurance vie va lui permettre de se constituer un capital qu'elle pourra ensuite utiliser. Alors, j'avais une question que j'avais posée. À votre avis, quel montant doit-elle épargner pour obtenir une rente de 800 € dans 24 ans? C'est important d'avoir cette idée-là parce que souvent on se dit effectivement, il va me manquer 500, 600, 1000 € peut-être au moment de ma retraite, donc j'aimerais me constituer une retraite complémentaire de ce montant-là. Mais quel est le montant, quelle est l'épargne que je dois accumuler pour pouvoir avoir cette rente? Là encore, il faut profiter de l'horizon de placement qui est long pour choisir des supports dynamiques. Eh bien, je vous ai mis la réponse ici. Aujourd'hui, et ça sera certainement le cas encore dans 25 ans, pour pouvoir bénéficier d'une rente viagère, à savoir un complément de retraite jusqu'à la fin de sa vie, si on est une femme de 66 ans, il faut mettre un capital de 200 000 €. 200 000 €, si on confie à un assureur et qu'on lui demande une rente jusqu'à la fin de sa vie, alors le principe de la rente, c'est que l'assureur va prendre les 200 000 € et va verser une mensualité fixée en fonction de l'âge de la personne. Si c'est un homme, il y aura un petit peu plus puisque l'espérance de vie des hommes est inférieure à celle des femmes. Eh bien aujourd'hui, en moyenne, c'est un chiffre que j'ai fait sur une simulation d'une compagnie d'assurance, va verser une rente mensuelle de 783 € qui sera réévaluée chaque année. Donc j'ai pris une moyenne de 800 €. Donc l'idée pour Karine, c'est aujourd'hui de se préparer et de se constituer un capital de 200 000 € pour pouvoir avoir cette rente à la fin de son contrat. C'est un choix à la rente. Elle pourra choisir de récupérer son capital à tout moment, bien sûr, de le conserver, de le garder, de le dépenser, de faire ce qu'elle veut, ou alors de demander cette mise en place d'une rente pour la retraite. L'idée, tout simplement, c'est de montrer aussi que le contrat d'assurance vie est souple. Aujourd'hui, imaginons qu'elle dépose et qu'elle dispose d'un capital de 50 000 € et d'une capacité d'épargne de 200 € par mois. Eh bien, les 10 premières années, elle va pouvoir prendre des options, choisir des supports qui vont être dynamiques. J'ai pris ici l'immobilier, un mandat de gestion avec des actions. Et puis, au fur et à mesure qu'elle va approcher de sa retraite, l'idée va être de sécuriser ses plus-values, de diminuer son exposition au risque. Et le risque, ce sont les variations. Donc, il est hors de question d'arriver à 1 ou 2 ans de la retraite et d'avoir beaucoup trop d'actions dans son contrat d'assurance vie. Il faut diminuer la part des actions, privilégier plutôt des supports moins volatiles pour pouvoir s'assurer et ainsi continuer à avoir son épargne plus protégée au moment où on arrive à la retraite. Et bien là, vous voyez qu'avec un capital de 50 000 €, malgré les frais, avec une répartition sur l'immobilier, le mandat de gestion qu'on allège au fur et à mesure. J'ai pris ici des rendements tout à fait historiques, tout à fait normaux. J'ai pris 4,3% pour les rendements en immobilier. Là, les SCPI n'ont jamais versé moins aujourd'hui. J'ai pris un
rendement de 5% moyen sur la partie action, ce qui correspond en fait sur les années à la moyenne de la rentabilité. Et puis, bien entendu, j'ai tenu compte de tous les frais liés au contrat. Et bien, on se rend compte qu'on arrive avec ce versement de 200 euros par mois, les 50 000 euros à l'ouverture, au bout de 24 ans, à un capital de 194 956 euros. Et j'ai choisi effectivement cet exemple pour vous parler des options de gestion. Le contrat d'assurance vie, un contrat moderne en tout cas, vous permet de bénéficier d'options de gestion que vous pouvez définir, notamment soit de la gestion libre, on peut choisir les supports d'investissement, on choisit soi-même en fonction avec son conseiller, je pense que c'est toujours mieux d'en parler. Et puis on peut aussi choisir de confier la gestion pour notamment des parties plus complexes comme les actions à des professionnels, des grandes maisons, des sociétés spécialisées qui vont choisir les supports, qui vont choisir les différents fonds pour vous, pour l'épargnant. On peut choisir aussi de faire de l'investissement progressif, c'est-à-dire que automatiquement, on va demander à la compagnie de mettre en place un investissement. On va prendre l'exemple de Karine encore avec ses 50 000 euros. Je pense que c'est pas une bonne idée forcément d'investir tout d'un seul coup, et donc on peut mettre en place un investissement progressif qui va permettre de faire l'investissement notamment sur des fonds ou sur l'immobilier de manière lissée dans le temps. On peut aussi sécuriser ses plus-values. Tant qu'on n'a pas vendu, s'il y a une baisse sur les marchés, on n'a pas perdu. Mais de la même façon, si les marchés montent, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas pris ses gains. Et on peut avoir une baisse des marchés. Donc, il y a des options qui permettent de sécuriser ses plus-values. Ça veut dire qu'automatiquement, si on a un gain sur son placement, au-delà d'un certain pourcentage que l'on va déterminer, eh bien, ce gain va être mis de côté sur des UC qui seront, alors, unités de compte, qui seront moins volatiles, plus sécurisés. L'autre option, c'est de faire un rééquilibrage automatique. Si on a choisi plusieurs supports, on peut souhaiter à un moment conserver l'équilibre qu'on a mis en place et automatiquement, ça va être géré par la compagnie avec des options. Et enfin, l'assurance vie en placement universel, j'ai pris un dernier exemple, j'ai pris celui de Léa et James, qui disposent d'un capital de 300 000 euros et qui veulent obtenir des revenus complémentaires. Alors, est-ce qu'on peut percevoir les intérêts de son contrat? La réponse est oui, même si on vient de l'ouvrir. En fait, le contrat d'assurance vie, comme je vous le disais, les fonds sont disponibles à n'importe quel moment. On peut choisir de prélever annuellement, de prélever de manière mensuelle ses intérêts ou la somme que l'on souhaite. En fait, on a le choix et c'est vraiment en fonction de ses besoins. On peut le faire sur une période fixée, on peut le faire sur toute la durée qu'on veut, sur 10 ans, sur 15 ans. On peut choisir si le capital est suffisant, de vivre de ses intérêts, pourquoi pas, ou d'en prendre un petit peu moins. Pourquoi? Eh bien parce que le contrat d'assurance vie est souple et ensuite, il a une fiscalité, comme je vous l'ai dit, très avantageuse lorsque l'on fait des retraits. Alors, les différents rachats, je vous les rappelle ici. Il y a le rachat, ce qu'on appelle partiel. J'ai mis 100 000 euros sur un contrat. Il y a eu 5% de rentabilité. Il y a 5 000 euros d'intérêt. Je peux retirer ces 5 000 euros. Je peux retirer 10 000, je peux retirer 20 000, 80 000. Je fais ce que je veux. Je peux le faire aussi autant de fois que je veux. Je peux mettre en place, donc, ce que je vous disais, des rachats partiels programmés. Imaginons que, effectivement, tous les ans, j'ai un rendement de 4%, j'ai 4 000 euros d'intérêt sur mon contrat. Je peux demander à avoir 400 euros par mois, par exemple, en termes de rachat programmé. Je programme à l'avance et ils vont m'être versés sur mon compte. Et enfin, si je le souhaite, je peux faire un rachat total. Si je considère que je veux faire d'autres choix, je n'ai plus besoin de cette épargne, je peux clore entièrement mon contrat. Bien entendu, il faudra respecter certaines choses, notamment sur la clause bénéficiaire. Si votre contrat d'assurance vie, vous avez désigné un ou des bénéficiaires et qu'ils ont accepté le contrat, il y a un élément qu'il faudra prendre en compte et avoir l'accord du bénéficiaire, ce qu'on appelle un bénéficiaire acceptant. Pour ce qui est des montants, des modalités, chaque compagnie a ses règles, mais dans l'ensemble, c'est assez souple avec des montants qui sont assez faibles pour pouvoir vous permettre de réaliser toutes les opérations. Alors, je vous le disais, la fiscalité des rachats est intéressante. En fait, le rachat, lorsqu'on va retirer de l'argent de son contrat, j'ai pris l'exemple ici d'un rachat partiel,
On va retirer une partie du capital et une partie des intérêts. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la fiscalité ne s'applique uniquement que sur la part des intérêts dans le rachat. On va faire simple, je reprends mon exemple. J'ai mis 100 000 euros, j'ai eu 5% de rendement, j'ai 105 000 euros au bout d'un an et je retire 5 000 euros. Eh bien, le retrait que je vais effectuer va comporter une partie de capital et une partie d'intérêt. Et je ne serai taxé que sur la partie d'intérêt de ce retrait. Ce n'est pas une opération qui est faite comme ça et on choisit le montant au petit bonheur la chance, pas du tout. Bien entendu, c'est une formule mathématique qui s'applique à tout le monde pour calculer quelle va être la partie du capital et la partie des intérêts. J'ai pris ici un exemple, un contrat sur lequel on a versé 20 000 euros. 5 ans plus tard, on veut faire un rachat partiel de 6 000 euros et ce contrat sur lequel on a versé 20 000 euros, aujourd'hui vaut 30 000 euros. D'accord ? Contrat de 30 000 euros. Je veux retirer mes 6 000 euros. Quelle va être la partie qui va être imposable ? Ce ne seront pas 6 000 euros. Ce seront moins. Je vous ai mis ici la formule de calcul. Ici, au bout de 5 ans, ce seront 2 000 euros qui seront taxables. Imaginons qu'on soit sur un contrat actuel avec la fiscalité actuelle. Ça veut dire qu'on aura un taux d'imposition, qui sera ici le prélèvement forfaitaire unique, de 30%, à savoir 12,8% plus les prélèvements sociaux, en tout donc 30%, sur 2 000 euros. Ça fait donc 600 euros. Et 600 euros, ce sera l'imposition totale pour ce retrait de 6 000 euros. Donc vous voyez que la fiscalité est très souple et très légère. Et évidemment, quand on met en place des rachats programmés, eh bien, au début du contrat, il y a forcément beaucoup plus de capital que d'intérêt, ce qui fait que la fiscalité est très réduite. Alors, je vous ai rappelé ici les assiettes de l'imposition et les règles à retenir. Ça s'est simplifié et sincèrement, ça s'est allégé. Donc, vous voyez que l'assurance vie chouchouté l'administration fiscale. Évidemment, l'idée, c'est de continuer à inciter les épargnants à placer dans l'assurance vie, puisque ça permet de financer l'économie, ça permet aussi de financer les dettes de l'État. Donc, vous avez aujourd'hui des règles qui sont plus simples pour tous les versements effectués après 2017. Lorsqu'on fait un retrait, lorsqu'on souhaite retirer de l'argent, entre 0 et 4 ans, même entre 4 et 8 ans, c'est la même règle, à savoir le prélèvement forfaitaire unique de 30%, qui comprend effectivement les prélèvements sociaux, ou alors la tranche marginale d'imposition, l'imposition de chacun. Au-delà de 8 ans, l'imposition est encore plus réduite puisqu'elle descend à 7,5% plus les prélèvements sociaux. Mais ce qui est important à savoir, c'est que vous avez, au-delà de 8 ans, des abattements de 4 600 euros par personne, 9 200 pour un couple, sur, encore une fois, les intérêts. Donc, plus vous allez garder un contrat longtemps, plus vous allez avoir une fiscalité avantageuse. D'où l'importance d'avoir une date d'ouverture. Vous pouvez avoir un contrat sur lequel vous avez versé 500 euros et qui, des années plus tard, va vous permettre d'accueillir un versement plus conséquent. D'accord ? Imaginons que vous ouvrez un contrat aujourd'hui avec 500 ou 1000 euros et que dans 10 ans, vous avez un bien immobilier que vous avez acheté, par exemple, dans le cadre d'une défiscalisation, imaginons, et que vous revendez ce bien, eh bien, vous avez une enveloppe fiscale qui est ouverte dans laquelle vous allez pouvoir déposer vos capitaux. Il n'y a pas de montant minimum, maximum, quoi que ce soit, c'est la date d'ouverture qui va compter. Et là, pour le coup, vous allez avoir une enveloppe fiscale qui sera déjà constituée avec une antériorité fiscale. Donc, vous avez un intérêt toujours à avoir un contrat qui a été ouvert avec une date, ce qu'on appelle une prise de date. L'assurance vie, donc, vous le voyez, permet de répondre à plusieurs objectifs. Se constituer un capital sur le long terme pour faire fructifier son investissement. Ça peut être aussi de compléter ses revenus, on l'a vu, puisque ça vous permet de
pouvoir faire des rachats partiels ou même demander une rente. Et enfin, l'assurance vie permet de transmettre à ses proches. C'est aujourd'hui le meilleur outil de transmission parce que la fiscalité qui est mise en place au niveau des droits de succession est aujourd'hui le seul véritable outil pour pouvoir transmettre de l'argent avec le moins de frais, le moins de droits possible. Et surtout, vous avez le choix dans les bénéficiaires, dans le ou les bénéficiaires. La seule chose, c'est qu'il faudra parfois quand même vérifier et vous assurer que vous respectez bien certaines règles en matière de succession. Alors, les prélèvements sociaux, j'ai fait un petit aparté sur les prélèvements sociaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez deux grandes catégories d'investissement à l'intérieur du contrat. C'est ce que j'ai cité en introduction, à savoir le fonds en euros. Le fonds en euros, lui, est à capital garanti. Vous le savez, la rémunération, je vous en ai parlé la dernière fois, baisse et va continuer de baisser puisque ce sont les emprunts d'État qui fixent la rémunération du fonds en euros. Donc, on va certainement passer sous les 1% dans les années qui viennent. Le fonds en euros étant considéré comme certain, étant dans le sens certain avec la sécurité, c'est considéré comme un revenu et donc les prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent chaque année sur la rentabilité du fonds en euros. Donc si vous avez 1% de rentabilité du fonds en euros, eh bien, il faudra en plus déduire, la compagnie d'assurance fera un prélèvement des prélèvements sociaux sur ces 1%. Ce qui ramènera le taux net quelque part aux alentours de 0,82%. Par contre, sur les unités de compte, comme elles sont variables, peuvent monter, peuvent descendre, ce n'est pas certain, eh bien, les prélèvements sociaux ne s'appliqueront qu'à la fin du contrat si vous faites un rachat. Ils ne s'appliqueront pas chaque année. Même si vous avez une plus-value de 30%, il n'y aura pas de prélèvement social appliqué. Donc l'assurance vie pour transmettre son patrimoine, la réponse est clairement oui. En fait, lorsque vous souscrivez le contrat, je vous l'ai dit, vous désignez un ou des bénéficiaires qui vont recevoir les fonds au décès du souscripteur. Moi, je vous invite à vous faire accompagner par un professionnel pour connaître les différents abattements, les dates et la rédaction des clauses bénéficiaires complexes. On peut imaginer effectivement avoir des clauses bénéficiaires dans lesquelles on va mettre des pourcentages, dans lesquelles on va pouvoir même séparer entre la nue propriété et l'usufruit par rapport au montant transmis. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses qu'on peut faire avec les clauses bénéficiaires. On peut se rapprocher de son conseiller, on peut se rapprocher d'un notaire. Et en tout cas, il vaut mieux correctement rédiger la clause bénéficiaire, c'est important. Sachez en tout cas que ce n'est jamais définitif. On peut de toute façon modifier la clause bénéficiaire autant de fois qu'on le souhaite auprès de la compagnie d'assurance. C'est très strict puisque la compagnie va devoir, à moins en cas de décès du titulaire, régler les sommes. Donc, elle va demander des précisions, notamment sur les âges, adresses, etc. des bénéficiaires, puisque aujourd'hui, la compagnie est tenue de retrouver les bénéficiaires. Alors, les règles en termes de transmission, elles sont connues depuis longtemps. On parle d'abattement, vous en avez peut-être déjà entendu parler, je vais les rappeler ici. Et puis, on parle de la fameuse date anniversaire des 70 ans. C'est vrai, avant 70 ans, il y a des avantages plus importants qu'après 70 ans, mais après 70 ans, c'est toujours intéressant d'avoir un contrat d'assurance vie, un nouveau ou un autre contrat d'assurance vie, on va voir pourquoi. Effectivement, en cas de décès, l'assurance vie ne rentre pas dans la succession du défunt. C'est un montant qui est à part, qui est forfaitaire. Évidemment, tout va dépendre aussi de l'âge de l'assuré, et je vous ai redonné ici quelques dates et la fiscalité qui va s'appliquer. Retenez en tout cas que lorsque l'on souscrit un contrat d'assurance vie avant 70 ans, par bénéficiaire, on a un abattement de 152 500 €. Imaginons que j'ai monsieur, madame, chacun ayant de l'épargne, évidemment, chacun va pouvoir mettre en place librement une clause bénéficiaire et avoir cet abattement de 152 000 € par personne. Après 70 ans, on a un autre abattement qui est de 30 500 € et ces sommes, effectivement, seront exonérées. Alors, c'est pour le versement, cet abattement de 30 500 €, mais sachez en tout cas que les intérêts et les plus-values sont aussi exonérés. Donc, si vous avez 71 ans, vous mettez en place un contrat d'assurance vie, vous mettez 30 500 € de dépôt,
d'accord, de versement, et que ce contrat, avec le temps, se valorise à 60 000 euros au moment de votre décès, eh bien, ce sera la totalité du contrat, les 60 000 euros, qui iront aux bénéficiaires sans droit de succession. Les droits de succession, vous savez, ça peut être très important et les montants et les sommes peuvent vite monter. Je vous ai mis ici, je vous ai rappelé je vous ai mis 2 exemples en termes de droits de succession. Eh bien oui, pour un neveu, une nièce, on a des taux en termes de succession qui sont très importants. On peut dépasser on va plus de 50%, hein, pour neveu et nièce, c'est 55%. Pour un concubin non pacsé, non marié, c'est même 60%, et vous voyez que les abattements sont très faibles. Si on a donc un capital de 100 000 euros, qu'on n'a rien prévu, qu'on a laissé ça sur des livrets, sur l'immobilier, c'est un peu plus difficile, puisque de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose, mais en tout cas, on peut se retrouver avec des bénéficiaires, pour le coup, ou des héritiers qui vont devoir payer des sommes très importantes en termes de droits de succession. Si par contre, je l'ai prévu, je l'ai organisé, j'ai 2 neveux, 2 nièces que j'ai envie de privilégier, j'ai pas d'enfants, et puis finalement, ce seront eux mes héritiers, eh bien, je peux ouvrir des contrats d'assurance vie ou un contrat d'assurance vie, les désigner comme bénéficiaires, et là, ils vont bénéficier de cet abattement de 152 000 euros, 152 500 très exactement, si je le fais avant mes 70 ans. Donc, c'est important de prévoir, d'organiser, et ça peut permettre effectivement de favoriser, d'exonérer de droits de succession des personnes qui de toute façon seront à même de devenir nos héritiers un jour ou l'autre. Donc, je vous rappelle, effectuer des versements au maximum avant 70 ans pour profiter au plein des abattements. Je vous conseille aussi d'isoler les versements que vous allez faire après 70 ans. Donc, si vous avez déjà des contrats d'assurance vie, mais vous avez plus de 70 ans et que vous n'avez pas encore fait de versement depuis vos 70 ans, faites un autre contrat. Ça permettra de bien isoler les sommes, de bien isoler les différents abattements. Ce sera beaucoup plus simple pour la gestion. Et puis, dernier conseil, ne clôturez pas un contrat d'assurance vie. Même si vous avez un ancien contrat qui offre moins d'options qu'un nouveau, sur lequel, je ne sais pas, vous ne pouvez pas mettre par exemple de fonds immobiliers, ce qui est quand même aujourd'hui une très bonne alternative aux fonds en euros, eh bien, ne le clôturez pas, on ne sait jamais. Vous pouvez par contre faire des retraits, si vous souhaitez utiliser cet argent et en faire autre chose. Vous pouvez laisser le minimum dessus, on ne sait jamais, ça peut toujours servir un moment ou un autre. En conclusion, donc vous l'avez vu, l'assurance vie, en fait, c'est pour tout le monde, puisque chaque contrat va être personnalisable pour s'appliquer à nos objectifs, à nos projets et à nos besoins présents ou à venir. Vous n'avez pas de limite sur les versements, vous pouvez faire autant de versements que vous le souhaitez. Vous pouvez faire des retraits, vous l'avez vu, la plupart du temps, ils sont largement défiscalisés. Vous pouvez transmettre à vos proches. On peut diversifier son épargne en fonction de son objectif. On peut investir dans l'immobilier, ce qui n'est pas forcément évident sur d'autres types d'investissements. On peut accéder à des mandats, à des opérations de gestion, on va dire, avec des professionnels. C'est souple, c'est disponible. Bref, aujourd'hui, l'enveloppe fiscale assurance vie, plus que jamais, elle offre de nombreux avantages. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un contrat, mais on peut en avoir plusieurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure formule pour pouvoir investir et pour pouvoir placer son argent. Maintenant, si vous avez des questions, je vais inviter Marie-Claire à revenir et à me rejoindre et je vais pouvoir, si je le peux, y répondre. Il y a eu énormément de questions, il y en a encore qui arrivent, alors du coup je suis désolée, j'ai essayé de les regrouper, mais du coup s'il y en a qui arrivent au fur et à mesure après, ça sera peut-être dans le désordre. Je précise aussi qu'il y a peut-être des questions qui ont été faites au fur et à mesure auxquelles tu as répondu par la suite dans ta présentation, mais je préfère quand même les reposer, notamment pour ceux qui sont arrivés en cours de route ou alors pour si jamais il y a quand même besoin de précision. Donc voilà, donc, désolée si tu as déjà répondu, mais je pense que c'est utile de toutes les reposer. Alors, on va commencer alors, par le début. Il y avait dans les premières questions, est-ce que tu peux nous repréciser la différence entre action et obligation
sur les contrats d'assurance vie. Oui. Alors, différentes façons d'investir son argent. Une obligation, c'est en fait une forme de prêt. Si je suis l'État ou une société, et je peux avoir besoin d'argent et je vais donc emprunter de l'argent. Et pour le coup, ça s'appelle une obligation, c'est-à-dire que je vais mettre en place un emprunt et je vais quelque part avoir un obligé, quelqu'un à qui je vais devoir verser des intérêts. Donc, c'est une forme d'épargne qui a aujourd'hui, avec les taux d'intérêt très bas, moins développée, puisque le rendement des obligations est très faible. Aujourd'hui, essentiellement, l'État, quand il s'endette, émet des obligations, les fameuses OAT, obligations assimilables du Trésor. Ce sont des obligations. Je vais prêter de l'argent à l'État. Normalement, dans le monde de l'économie tel qu'on l'a appris, on avait des rendements et l'État nous versait des intérêts. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on doit même, on va au mieux récupérer son argent. Il se peut même souvent qu'on récupère moins que ce que l'on a prêté parce qu'on estime que c'est le coût de la sécurité, puisqu'un État est considéré comme étant l'agent économique le plus fiable et le plus sûr. Donc l'obligation, c'est un prêt que l'on va faire. Vous avez des sociétés, sociétés automobiles, des grandes sociétés qui émettent généralement des obligations sur des durées assez courtes, 5 ans, 6 ans, et vont avec des montants qui sont quand même assez importants. Et comme c'est peu accessible aux particuliers, généralement, ça se fait au travers de fonds. Vous avez des fonds collectifs qui vous permettent, avec 1 000, 2 000 euros, d'aller acheter ces obligations qui sont émises par des sociétés. Bien évidemment, il y a un couple risque-rendement. Plus je vais avoir de risques, plus le rendement va être élevé. Le rendement, ça va être la prime et les intérêts qui vont être payés par la société. Le risque, c'est que la société fasse faillite et ne me rembourse pas. L'intérêt étant de passer par des fonds, puisque de toute façon, ça permettra de diversifier ces risques et d'avoir plusieurs obligations. Les actions, je suis au capital d'une société. Si cette société fait des bénéfices, ou si on prévoit qu'elle fasse des bénéfices pour la suite, je vais bénéficier de la rentabilité, à savoir des dividendes qui vont être versés par la société, ou de l'augmentation simplement de la valeur de l'entreprise en bourse. Ah, très bien. Alors, j'ai encore plein de questions qui sont arrivées. Alors, il y avait plusieurs questions sur les différences avec d'autres placements. Donc, je vais essayer de les regrouper. Du coup, certains qui demandaient tout simplement quelle est la différence entre un livret A et une assurance vie. Et je la complète par faut-il garder ses supports, livret A, PEL ou autre, ou tout mettre en assurance vie, au risque de ne pas avoir d'argent disponible facilement. Donc, la différence avec livret A, est-ce qu'il faut quand même garder sur ces autres types de placements? Effectivement, chaque placement a ses avantages et ses inconvénients. Bon, pour l'assurance vie, on l'a vu, il n'y en a pas beaucoup, d'inconvénients. La différence, c'est que le livret A, le PEL, etc., sont des placements réglementés. D'accord ? Donc, la rentabilité, qui est aujourd'hui très faible, 0,5 pour le livret A, 1% pour le PEL, on va pas avoir de choix en termes de variation sur les rendements et sur les investissements. C'est fixé dans le cadre de la loi. Pour ce qui est du livret A, ça sert à financer l'économie, etc. Je considère toujours que ces placements ont une utilité, c'est de pouvoir déposer son argent et le retirer rapidement, le mettre sur son compte bancaire, chose qu'on ne peut pas faire aussi vite et aussi facilement avec l'assurance vie. En plus, dans l'assurance vie, il y a des frais, puisqu'on va passer par une compagnie, il faut rémunérer des intermédiaires, et beaucoup d'opérations de gestion. Bref, c'est quelque chose de plus complexe, qui n'existe pas avec le livret A. Donc, il faut attendre un petit peu avant de faire des opérations comme ça de gestion avec un contrat d'assurance vie. Mais il y a une bonne règle, moi, que j'applique, qui est celle de se dire, je dois avoir et je répartis en fonction de mes objectifs mon épargne. Donc, l'idée, c'est d'avoir toujours des livrets pour pouvoir faire face à des dépenses imprévues à court terme, mais ça ne reste, c'est pas un placement, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, sur 10 ans, un livret A, 100 euros par mois, bref, 300 euros d'intérêt au bout de 10 ans, c'est ridicule. Donc, ce n'est pas un support de placement, d'investissement. On ne va pas préparer sa retraite avec un livret A,
ou avec un plan épargne logement. La rentabilité n'est pas assez bonne. Donc, ça doit rester un placement d'épargne de trésorerie à court terme. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser trop d'argent, sinon on perd. Et il ne faut pas le laisser trop longtemps. Si on a laissé 5 ans ou 6 ans un livret A au plafond, bah, c'est 5 ou 6 ans où cette épargne aurait pu être rémunérée autrement et certainement mieux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'assurance vie, les fonds appartiennent toujours à l'épargnant, ils sont protégés par le cadre de l'assurance vie. En plus de ça, il y a aujourd'hui des montants qui sont garantis, etc. Et puis l'assurance vie, la compagnie, en fait, elle a un rôle d'enveloppe, de gardien, mais les fonds sont ensuite réinvestis dans des sociétés au travers des différents supports qui sont choisis. Donc en fait, on a une bonne sécurité de son épargne, plus que si on le laisse sur son compte en banque. Si la banque dans laquelle on est a un problème, heureusement, ça arrive que très rarement, voire quasiment jamais, mais en tout cas, on est fragile parce qu'on a laissé son épargne dans une seule banque. Et quand je dis épargne, c'est bien l'épargne réglementée. Dès qu'on détient des titres ou autres, finalement, on est propriétaire d'autre chose que des fonds qui sont déposés à la banque. Aussi, j'ai essayé de regrouper, il y avait pas mal de questions sur les frais d'entrée. En moyenne, quels sont les frais? On a aussi une dernière question là. Que penser des contrats sans frais d'entrée? Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces fameux frais? Oui, bien sûr. Oui. Les frais sont ce qui sert à rémunérer la compagnie et les intermédiaires par rapport aux prestations et au travail qui est fourni. J'ai une règle, c'est pas de frais, pas de rentabilité. Généralement, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Il y a des placements sur lesquels il n'y a pas de frais. On le sait, il y a des contrats qui se vantent et qui font la publicité de ne pas avoir de frais, j'en connais, je ne vais pas les citer. C'est très bien, pourquoi pas, sauf que les seuls fonds qui sont accessibles le sont avec des conditions, notamment des montants minimums, etc. Mais ça, ce sont des conditions réglementaires. Et ils offrent assez peu de choix. Déjà, ils ne vont pas donner de conseils. Donc, il va falloir se débrouiller tout seul. Il va falloir soi-même choisir lequel, quoi, comment, quel fonds, pourquoi. On ne va pas avoir la possibilité d'échanger particulièrement. Et puis, on va être assez limité. La plupart de ces contrats n'offrent pas de fonds, notamment immobiliers, en tout cas des vrais fonds immobiliers comme des SCPI ou des SCI ou des SCP. Ils vont proposer un ou deux fonds dans le meilleur des cas. Ils vont être assez limités. En fait, s'ils ne prennent pas de frais à l'entrée, il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils rémunèrent toute l'organisation. Donc, ils vont prendre des frais ailleurs. Ils vont les prendre en augmentant les frais de gestion, etc. etc. Donc, les frais, ce n'est pas un problème. Moi, si on me dit, voilà, sur une durée de 10 ans, qu'est-ce que vous préférez? Un placement à 8% sans frais ou un placement à 40% avec 6-7% de frais? Je fais vite mon choix et je préfère avoir du rendement, même s'il y a des frais, au moins ça rémunère mon épargne plutôt que de ne pas avoir de frais. Et ça peut être parfois quelque chose qui va m'empêcher d'avancer et qui va me freiner, alors que ce n'est pas l'objectif. Je considère que, de toute façon, un bon fonds d'investissement, un bon support, s'il est bien géré, il y a des gens derrière qui font du travail et tout travail doit être rémunéré. Ce n'est pas un problème les frais si, effectivement, derrière, ça me permet d'avoir une bonne rentabilité et c'est le cas sur de nombreux fonds d'ailleurs. Alors, je sais qu'il y a eu encore plein d'autres questions sur les frais. Est-ce qu'il vaut mieux passer par sa banque ou une compagnie d'assurance? Alors, voilà, je pense que c'est… Aujourd'hui, je pense qu'il faut, pour avoir quand même pas mal étudié la question, ce qui est important, c'est d'avoir le choix et d'avoir des gens avec lesquels on va pouvoir travailler en confiance. Si effectivement je suis limité par mon employeur parce que je travaille dans une banque aux seuls fonds de la maison qui vont intéresser mon patron, c'est pas la meilleure formule à mon avis. Je pense qu'il faut essayer de travailler en se disant on ne peut pas être le meilleur partout, donc il faut être suffisamment ouvert pour se dire que chacun va se spécialiser. Il y a des maisons de gestion. Bon, nous, on a la chance de travailler avec une grande société d'assurance vie qui propose 1200 fonds. On a 15 fonds immobiliers dans notre contrat et pour le coup, peu importe ce que choisit le client, en fait. C'est ça qu'il faut voir, c'est quelles sont les bonnes solutions et on le voit, la notion de conseil est importante. Toute l'étude qu'on va faire avant de mettre en place son contrat, il n'y a pas un contrat type
en disant voilà, il y a un placement miracle qui existe. Non, non. Il y a vraiment pour chaque personne, en fonction du moment, en fonction de sa capacité d'épargne, de ses projets à venir, etc., quelque chose à construire. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir des supports qui soient, et de choisir des supports qui soient souples, et puis de travailler avec des professionnels dont le métier, c'est ça, c'est de venir, de nous rencontrer et de prendre en considération tous nos projets, tous nos objectifs. Et qu'on va avoir du temps pour le faire. Et aujourd'hui, souvent, on se rend compte que c'est ce qui manque. Des gens qui ne sont pas forcément au fait et qui ne prennent pas forcément le temps de construire des choses par rapport à nos projets. Merci pour ce retour. De toute façon, si vous avez d'autres questions, je vous proposerai un formulaire aussi à la fin pour prendre rendez-vous directement pour répondre à toutes vos questions et pour en savoir plus avec un conseiller. Là, je vais passer. Alors là, il y a eu énormément aussi de réactions quand tu as dit que le rendement moyen était, par exemple, à 4,5%. Donc, certains ont dit c'est pas possible, pas en ce moment. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce moment de 4,5% qui paraissait peut-être irréaliste pour certains? La réalité, c'est juste de prendre un historique. Je vous ai montré dans l'exemple que j'ai pris, un investissement. Alors, sur l'immobilier, les rendements et les loyers sur les SCPI, historiquement, sur une trentaine d'années, depuis 1990, on n'est jamais descendu en dessous de 100%, on est monté jusqu'à 8% en termes de loyer sur le capital investi, ce qui est une forme de logique. Et puis sur les actions, en 10 ans, avec les dividendes, le marché américain a été multiplié par 3, y compris avec les crises. Marché action, oui, il y a des moments, il y a des baisses, mais quand vous avez une année comme, même des années, où on a plus 20, plus 30% sur les marchés, donc ça, ce sont les variations et ce sont les cours. Moi, ce que je vise à chaque fois, ce que j'explique, c'est que quand on va aller choisir des supports et des investissements en actions, on a surtout les dividendes qui sont versés par les sociétés. L'année dernière, en France, le CAC 40, les sociétés du CAC 40 ont versé 60 milliards de dividendes. Le rendement moyen en termes de dividendes pour les sociétés du CAC, qu'on retrouve dans la plupart des fonds, il est entre 3,5 et 4%. On a aujourd'hui encore, malgré la baisse du mois de mars et à moins 30%, ça, c'est un accident, c'est une crise, un épisode comme il en arrive de temps en temps et régulièrement sur les marchés. Ok, mais même en les prenant en compte, sur la durée, le rendement moyen, il est, j'ai pris 4,5, j'étais gentil, mais il y a encore beaucoup de fonds sur lesquels, sur 10 ans, à aujourd'hui, même sur 5 ans, même sur certains depuis le début de l'année, sont positifs. Donc, on a tendance à se focaliser et à regarder uniquement, là, aujourd'hui, à très court terme, ce qui se passe. Moi, je parle d'investissement sur le long terme. Sur 30 ans, le placement action avec les dividendes, c'est on multiplie son capital par plus de 10. Et l'idéal, c'est de le faire en plus de ça en faisant les versements programmés. Vraiment, si on veut pas prendre de risques, si on veut limiter le risque, on investit de manière régulière sur son contrat. Comme ça, même quand il y a un point bas, là, quand on a fait notre dernière intervention, je vous disais que les marchés, oui, on était à 3006, 3007, 3008, c'est peut-être des bons points d'entrée. Aujourd'hui, on le voit, sur 4 semaines, les marchés ont bondi. Ce matin, le CAC 40 était à plus de 4600 points. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas et qu'on ait de toute façon des investissements qui soient plutôt intéressants à aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux investir maintenant que lorsqu'on est sur des niveaux très élevés. Et on peut le faire au travers des contrats. Et puis, les conseillers sont là pour ça aussi, pour choisir, pour aider, pour accompagner. Il y a des fonds qui sont très performants. Tous ne se valent pas. Et quand on parlait tout à l'heure des contrats d'assurance vie, on est assez surpris de voir que, oui, dans certains contrats, on ne peut pas accéder aux meilleurs fonds. C'est un peu dommage. Je pense que c'est important de pouvoir proposer des grandes maisons de gestion. Nous, on propose des mandats, effectivement, avec des maisons comme Lazare, comme Rothschild, etc. Et je pense que c'est important de pouvoir travailler avec ces grandes maisons et ces grandes sociétés de gestion, parce qu'ils savent aujourd'hui quel support investir, sur quelle action aller pour pouvoir donner du rendement. Donc il y a l'immobilier et l'action qui, de toute façon, sur la durée, en moyenne, permettent de sortir des rentabilités, à plus de 4,5%, même avec les frais.
Effectivement, et puis je pense que tu y as un peu répondu. Il y en a d'autres qui répondissaient sur l'actualité, sur la crise actuelle. Donc là, tu nous confirmes. Au contraire, ça peut être le bon moment pour investir et en tout cas de programmer voilà, des versements régulièrement. Ça permet aussi de limiter les risques. C'est bien ça. Oui, aujourd'hui, si je mets 200 euros sur mon contrat d'assurance vie, eh bien, si je l'ai ouvert au début de l'année, la valeur de mon contrat va avoir baissé. Mais aujourd'hui, si j'achète, je vais acheter plus d'unités de compte avec la même somme d'argent. Donc, à nouveau, quand on va avoir ce qui a beaucoup baissé peut beaucoup monter, et ça marche dans les deux sens. Mais sur la durée, j'aurai une progression et ça ira bien plus vite, effectivement, en faisant des versements réguliers. De toute façon, l'idéal, c'est toujours de pouvoir avoir du temps devant soi. Le principal risque, c'est d'avoir en fait besoin de son argent, ce que j'expliquais tout à l'heure, au mauvais moment. C'est sûr que si j'ai tout mon argent, toute mon épargne, et que j'ai choisi des supports dynamiques, et qu'au moment de ma retraite, à quelques mois de ma retraite, j'ai 80 ou 90% de mon épargne sur ces supports-là et que ça baisse de 30% au moment où j'en ai besoin, si je ne peux pas attendre d'avoir un meilleur moment, c'est dommage. Mais de la même façon, quand on arrive à des niveaux très élevés, dans ces cas-là, il faut être capable de se dire, voilà, ça a progressé de 100, 150%, hein, on y arrive assez facilement. Eh bien, il faut se dire qu'on est capable de faire des choix, des opérations de gestion qui consistent à dire, je prends mes bénéfices, je les mets de côté, je les sécurise et je m'en resservirai. Alors, c'est important d'avoir ces chiffres-là en tête. Je dirais que si on veut avoir sur les performances, etc., tout dépend des dates que l'on va prendre. Mais pour vous donner un ordre d'idée, les mandats de gestion, dans lesquels on va confier à un gestionnaire la capacité à aller placer l'épargne, à choisir les différents fonds immobiliers ou les fonds actions. Il y en a un en immobilier, mais surtout dans l'action. On a des rentabilités qui sont à plus de 10%. Parfois, il va y avoir des moments où on sera à moins 10. Très bien. Le tout, c'est de pas faire de retrait quand on a un trou d'air. Si on panique, ce que j'avais expliqué la dernière fois, on va se dire, oh là là, c'est terrible, je retire mon argent. Eh bien, il va falloir 30 ans de fonds en euros pour reprendre 30%, alors qu'en 4 semaines, le CAC 40 est remonté de 3600 points à 4600 points, ce qui fait les 30%. Il y avait juste à attendre un mois. Ok. Quand on parle d'immobilier, juste pour rappeler, sur l'immobilier, les SCPI, alors oui, il y a des frais, parce que c'est des investissements qui sont faits dans l'immobilier. Alors, il y a des frais en plus des frais d'entrée, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, parce que les sociétés vont investir, vont réaliser des opérations dans l'immobilier, puisqu'on va le faire au travers de fonds collectifs, mais on va avoir des rendements qui, malgré par exemple la crise aujourd'hui, où j'ai écouté pas mal d'intervenants sur l'immobilier expliquer qu'ils allaient mettre en place des reports au niveau des loyers, mais ça n'a pas fait baisser les prix du loyer pour ces biens, ça n'a pas baissé la valeur de ces biens, donc on aura simplement un peu moins peut-être de performance cette année, au lieu d'avoir 4,5, il y aura peut-être que 3,5, mais de toute façon, à un moment, la vie va reprendre son cours et il y aura toujours besoin d'avoir des bureaux, des différents biens immobiliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de pouvoir le faire dans le contrat d'assurance vie, notamment avec la fiscalité, c'est beaucoup plus intéressant que ça l'était par le passé. Et c'est une très bonne alternative, parce que ça offre quand même relativement beaucoup de sécurité, et puis la capacité d'avoir de l'immobilier dont on peut disposer quasiment du jour au lendemain. Alors la durée de détention est longue. En moyenne, les gens conservent 17 ans leurs investissements immobiliers. C'est la preuve que je pense que ce sont de bons supports, et finalement, ils les gardent très longtemps. Et je pense que c'est une bonne idée pour pouvoir, en tout cas, préparer la retraite ou avoir des revenus complémentaires. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, dans les questions privées, j'ai aussi vu, puisqu'on a dit qu'on pouvait aussi, via nos conseillers, proposer bien sûr des contrats d'assurance vie, d'avoir un petit peu les questions. Alors, même si on a compris que c'était sur du long terme, est-ce que tu peux donner des exemples sur 2019, sur les mandats qu'on peut avoir, ou les SCI, SCPI, sur
peut-être les rendements qu'il y a eu en 2019, par exemple? En 2019, sur l'immobilier, tout ce qui est SCP, SCI, etc., ça a été entre 4% et 5,5% pour les meilleurs. D'accord. La moyenne, c'est 4,50 à peu près pour l'immobilier en 2019. C'était un tout petit peu moins en 2018. Donc voilà, et puis on a de toute façon ces chiffres-là depuis des années. Hein, c'est vraiment, on a une régularité des revenus en termes d'immobilier. Pour la partie action sur les mandats, en fonction des risques qu'on a voulu prendre ou de la partie dynamique, on a des rentabilités entre 7, 8 jusqu'à plus de 10%, hein, si on a choisi des supports d'investissement plutôt dynamiques avec notamment des convictions sur l'investissement sur de la technologie, par exemple. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les valeurs technologiques sont des sociétés, hein, vous allez voir là, les publications de sociétés Google, Microsoft, Apple, etc. Même Tesla, pour la première fois, qui a fait un bénéfice. Donc ces sociétés-là sont beaucoup moins touchées par la crise, peuvent être des bonnes thématiques d'investissement pour la suite, parce qu'on se rend compte que le télétravail, les outils aujourd'hui digitaux, il y a peut-être une révolution qui est en train de se mettre en place et de sociétés qui, de toute façon, vont en profiter. Donc, c'est important d'avoir là des professionnels à qui on va confier son épargne en se disant, voilà, je crois sur certaines choses, je crois au développement durable, je crois aux grandes infrastructures, etc. Et d'être capable d'avoir des professionnels qui vont nous aider, faire ce travail de choix des sociétés dans lesquelles investir, avec des rentabilités qui sont très bonnes. Alors oui, il y a des moments où on prend 2020, mais l'année n'est pas terminée. Je suis pas complètement. On n'est pas sûr que ça soit une si mauvaise année que ça. La bourse est toujours une question d'anticipation. Donc, elle va certainement anticiper aussi la reprise. Ok, alors juste, il y a une question, alors, du coup c'est peut-être pour repréciser, parce que tu en as parlé, mais du coup quelqu'un demande, est-ce que si j'ouvre une assurance vie avec des UC, est-ce que les performances sont actualisées tous les jours ou c'est en fin d'année que la performance est définie? Comment ça se passe? Alors, une assurance vie, ce n'est pas un compte de trading, donc on n'est pas en temps réel. Mais comme on a des contrats modernes, la société, aujourd'hui, il y a 1200 fonds, elle va avoir tous les jours le cours, ce qu'on appelle les valeurs liquidatives, la valeur des UC, qui va être actualisée. Il faut à peu près, il y a un délai de peu près 24 heures, 24-48 heures pour avoir cette actualisation. Donc, maintenant, on va avoir tous les jours, en fait, la valeur des UC qui va être mise à jour. Donc, si on a fait un investissement il y a un mois, on va avoir, on peut suivre son contrat, on peut suivre la valeur de ses unités de compte et se rendre compte qu'aujourd'hui, effectivement, elles vont avoir progressé. Ou alors, si on l'a ouvert au mois de janvier, au mois de mars, on a pu voir qu'elles avaient baissé, mais qu'au mois d'avril, elles seront supérieures. Et c'est valable pour l'immobilier, c'est valable pour les actions. Il n'y a que le fonds en euros où là, pour le coup, c'est un système annuel. Mais sinon, pour toutes les autres UC, c'est très dynamique. Et puis, on peut faire ensuite des choix, on peut faire des arbitrages, etc. etc. Donc, non, c'est l'avantage en plus maintenant de pouvoir se connecter, consulter son compte, regarder, suivre les performances. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de suivre son épargne. On n'est pas du tout à l'abandon. Puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes sociétés de gestion qui font des rapports, qui expliquent pourquoi ils ont fait des choix, quelles stratégies ils ont mis en place, leur vision aussi. Pas forcément inintéressant d'avoir les analyses. Très bien. Alors, il y avait aussi beaucoup de questions sur les frais de sortie. Alors, c'était avant la fin de ta présentation, donc tu y as un petit peu répondu. Je pense que s'il y a plus de précisions là-dessus, comme on en a encore énormément de questions, je vous invite vraiment à la fin à voilà, remplir le formulaire pour avoir un conseiller qui va vous le détailler. Parce que c'est un sujet tellement complexe. Il y a tellement de cas particuliers. Je sais, j'ai vu passer beaucoup de questions sur, notamment dans le cadre des successions, sur les clauses bénéficiaires, etc. On pourrait y passer des journées et des journées. C'est pour ça qu'après, chaque cas est spécifique. On a retrouvé aujourd'hui quand même pas mal de réponses. Le site des impôts est très bien fait. Hein, le site du gouvernement, le site impôts.gouv.fr
Il y a une thématique spéciale assurance vie qui est très bien faite, qui est neutre, avec des éléments qui sont parfaitement valables. Moi, je conseille toujours de prendre des sources qui soient des sources neutres, donc la Fédération française d'assurance vie, la finance pour tous, qui est faite avec l'AMF, et puis impôt.gouv.fr, où vous avez les règles de fiscalité, etc., etc. Ok, alors j'ai quand même des questions que je vais te poser, même si c'est plus pour les frais de sortie. Je pense que c'est vaut mieux avoir un spécialiste pour tous les calculs. Il n'y a pas de frais de sortie. Il n'y a pas de frais de sortie dans un contrat d'assurance vie. Il n'y a que de la fiscalité qui s'applique. Il n'y a pas de frais de sortie. Il n'y a pas de frais liés aux opérations de sortie. Les frais, c'est uniquement sur les versements et sur les capitaux annuels, ce qu'on appelle les frais de gestion, qui sont pris annuellement pour la gestion du contrat. Ok. Du coup, là, j'ai d'autres questions. Pour un couple, est-ce vraiment nécessaire d'avoir 2 assurances vie si les 2 sont nommés comme bénéficiaires? Je pense que oui, mais tu vas nous dire pourquoi. Pas, hein. Les notions de couple, c'est très variable. Est-ce que je suis un couple en union libre? Est-ce que je suis Est-ce que je suis un couple marié? Sous quel régime? Encore une fois, c'est pour ça que c'est important de tout bien préciser. L'argent que je vais mettre dans mon assurance vie, est-ce que c'est l'argent du ménage? Est-ce que c'est de l'argent commun? Est-ce que c'est de l'argent que j'ai reçu en bien propre? Quand je dis un bien propre, c'est de l'argent reçu en succession, par exemple, de mes parents. Donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse globale. Chaque cas est à préciser et à chaque fois, il faut bien être sûr de ce dont on parle, quelles sont exactement les conditions, etc., etc. Donc avant de répondre oui ou non, il faut avoir les conditions particulières. C'est pour ça que c'est toujours important de se rapprocher d'un conseiller et c'est pour ça que cet échange va permettre de faire les bons choix. Parfois, c'est intéressant d'avoir un seul contrat. Souvent, c'est plus intéressant d'en avoir un chacun. Souvent, ce n'est pas forcément nécessaire de se protéger mutuellement parce que si on est marié ou pacsé, il n'y a pas de frais de succession. Donc, ça peut être utile pour d'autres, dans d'autres cas. Toutes les solutions sont à explorer, mais en tout cas, elles sont généralement individualisées. Très bien. Alors, on a aussi des questions sur la durée des contrats. Qu'est-ce qui est conseillé? Quelle est la durée de contrat optimum? Je conseille de ne pas mettre de fin. En fait, quand on fait un contrat, on peut mettre ce qu'on appelle une durée viagère jusqu'à la fin de sa vie. Le contrat est de toute façon reconduit automatiquement. Et un contrat d'assurance vie, je vous l'ai expliqué, finalement, il n'y a pas de fin. Je peux le garder autant de temps que je veux, je peux faire ce que je veux, je peux retirer de l'argent, je peux le clore si j'ai envie, mais autant éviter de s'embêter à mettre une durée. Je pense que le mieux, c'est de souscrire en ce qu'on appelle en viager, donc jusqu'à sa mort, et puis on le fait vivre. Eh ben, parfait. Alors, du coup, on avait d'autres questions aussi un petit peu sur, j'ai pas la possibilité de mettre un gros montant. Est-ce qu'il y a un montant minimum? Et puis, je rebondis sur une autre question qui était un petit peu différente, mais un petit peu dans la même veine. Pour les versements programmés, y a-t-il aussi un minimum à mettre pour l'assurance vie? Oui, ça dépend des compagnies. Chacune fixe des règles. Nous, la compagnie avec laquelle nous travaillons, par exemple, un montant minimum de contrat à 500 € à l'ouverture et 100 € par mois en minimum pour les versements programmés. Ok. Si j'ai des assurances vie dans un autre groupe, est-il possible que le groupe Quintessence les reprenne pour les gérer? Voilà, c'était aussi une question parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient déjà des contrats d'assurance vie. Et je rebondis sur d'autres questions. Est-il possible aussi d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie? Donc, tu en as parlé, mais peut-être le redire. Oui, en fait, souvent d'ailleurs, on pense qu'on a son argent à un endroit, il n'y est pas forcément. Si vous pensez que vous avez un contrat d'assurance vie et qu'il est dans votre banque, par exemple, il n'est pas forcément dans la banque. Il est d'ailleurs souvent pas dans la banque, mais dans une compagnie d'assurance vie qui peut appartenir à la banque ou qui est partenaire de la banque. Nous, on travaille avec une compagnie d'assurance vie qui dépend, qui s'appelle Suravenir. Voilà, chaque compagnie va avoir ensuite ses règles et c'est très difficile de faire des transferts d'une compagnie à un autre.
d'accord? C'est même quasiment impossible. D'ailleurs, c'est différent pour les plans épargne retraite. Là, pour le coup, pour les plans épargne en action, là, on peut faire des transferts. Pour les contrats d'assurance vie, c'est quasiment impossible. Par contre, on peut avoir un contrat, ce que je vous disais, si vous avez un contrat aujourd'hui qui n'offre pas tellement de support, pas beaucoup de support immobilier, très peu d'options de gestion, vous n'avez pas de conseils, etc., vous pouvez très bien enlever de l'argent de votre contrat et le faire sur un autre, en ouvrir un autre. C'est pas, il n'y a aucune contre-indication pour le faire. Donc, parfois, d'ailleurs, c'est une solution qui est souvent mise en œuvre. Ok, donc pas forcément clôturer son autre contrat d'assurance vie, comme tu l'as dit, mais retirer de l'argent pour le replacer peut-être sur un nouveau. Oui, et puis on peut aussi avoir un contrat sur lequel on va finalement faire des retraits. On va imaginer qu'on va avoir un contrat assez ancien sur lequel il y a du fonds en euros, dont on sait que de toute façon la rentabilité, quelle que soit la compagnie, avoisinera les 1%. Bon, on peut imaginer que ce contrat serve à faire des retraits. Et puis un autre contrat qu'on va laisser, qui est pour un autre projet plus lointain. Eh bien, dans ces cas-là, celui-ci, on peut choisir d'ouvrir un contrat spécifique avec des supports différents, avoir pour le coup une approche dynamique plutôt orientée avec des actions plutôt mondiales, diversifiées ou de l'immobilier. Ok, après il y avait pas mal de questions sur qu'est-ce qui est le mieux de faire, est-ce que il faut investir 100 fonds euros, est-ce qu'il faut investir dans plusieurs contrats d'assurance vie. Ça, je pense que c'est des cas très spécifiques, comme tu as dit, et qui méritent d'avoir un conseiller pour voir plus en détail. Alors, après, on avait des questions oui, sur l'assurance vie et le PER, PERIN, PERCO, enfin, voilà, toutes ces nominations-là. Si le but est de préparer sa retraite, est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire un plan d'épargne retraite voilà, enfin, sur la différence et le complément entre les deux, il y a eu plusieurs questions là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, il faudrait qu'on refasse un webinaire sur la retraite. C'est deux placements différents. Et encore une fois, ça va dépendre des cas. Ça va dépendre notamment des taux d'imposition, du taux marginal d'imposition de chaque personne. L'idée, c'est que le placement retraite le plus courant, le nouveau PER, plan épargne retraite, alors PERIN pour individuel, il a cette possibilité que n'a pas l'assurance vie, qui est de déduire fiscalement ce qu'on va verser dans ce plan retraite. Ce qu'on va obtenir en déduction va dépendre de sa tranche d'imposition. Plus on paye, plus on a une tranche d'imposition élevée, plus on va avoir intérêt à mettre en place ce type d'investissement. Par contre, la contrainte, c'est qu'à la sortie, tout va être fiscalisé. C'est-à-dire que le capital est fiscalisé. Mais on part du principe que si j'ai mis en un PER quand j'avais une tranche d'imposition à 30% ou 40%, je prends volontairement des tranches comme ça importantes, au moment de ma retraite, si j'ai plus qu'une tranche d'imposition à 11%, je fais en fait un report de mon imposition. Voilà, ce sont entre autres quelques exemples qui sont des différences entre l'un et l'autre. Mais rien n'empêche d'avoir les deux. Hein. On peut avoir aussi différents projets et donc avoir un PER et un placement d'assurance vie. Rien n'est incompatible. On peut aussi avoir un plan épargne en action. Il faut savoir que le plan épargne en action, on n'en a pas parlé parce que ce n'était pas la thématique, mais la différence avec l'assurance vie, le plan épargne en action, c'est aujourd'hui le seul placement qui permet d'avoir une rente viagère. Je vous ai parlé un moment de Karine et son besoin d'avoir une rente viagère. Ben, une rente viagère défiscalisée. C'est-à-dire que je vais demander à la fin de mon PEA d'avoir une rente. Eh bien, celle-ci ne sera pas imposable. C'est le seul placement qui permet d'avoir ça. La contrainte, c'est qu'on est obligé d'investir uniquement dans des actions et uniquement des actions européennes dans le cadre d'un PEA. Alors que dans l'assurance vie, on peut avoir de l'immobilier, on peut avoir des actions mondiales. Vous voyez ? Ou l'un ou l'autre. Souvent, je considère que c'est l'un et l'autre.
Ok, alors après, effectivement, on avait encore d'exemples, de demandes d'exemples qui sont encore arrivés. Donc là aussi, on vous fera venir le formulaire pour demander directement un conseiller parce que ça demande vraiment à être précisé. Et puis comme ça peut être aussi confidentiel, voilà, on ne peut pas aussi rentrer dans les détails. On a quelques questions. D'un point de vue, oui, en cas de faillite de la compagnie d'assurance, quel est le montant que la compagnie garantit pour le contrat d'assurance vie? Alors ça, je vous invite à regarder directement sur le site de la Fédération française d'assurance. Vous aurez tous les montants avec les garanties qui sont appliquées, les seuils, etc., qui sont revus. Bon, il faut savoir, c'est aux alentours de 100 000 euros. Il faut savoir ensuite que la faillite de compagnie d'assurance vie, c'est encore plus rare que celui des banques. Pourquoi? Parce que quand on place son argent dans une compagnie d'assurance vie, la compagnie ne va pas prendre l'argent, le transformer, jouer avec, etc. Ça reste l'argent des épargnants pratiquement dans différents supports qui sont choisis par l'épargnant. Et puis en plus de ça, elle est encadrée. Ils ont un fonds de mutualisation, c'est-à-dire que je crois qu'à un moment, il y a de nombreuses années, il y a eu une compagnie qui a fait défaut. En fait, elle a été reprise par les autres compagnies qui ont repris les assurés, qui ont continué la gestion et il n'y a pas eu d'impact. Donc, une compagnie d'assurance vie, c'est pas comme une banque. Hein. Ils ont des obligations d'avoir des sommes d'argent déposées justement de côté pour avoir les bons ratios de solvabilité, etc., etc. Il y a vraiment on ne voit pas pourquoi une compagnie d'assurance, en tout cas d'assurance, pour la partie assurance vie, ferait faillite. Il n'y a pas de transformation d'argent, il n'y a pas de prise de risque prise par la compagnie. Ce qui est embêtant, c'est pour le fonds en euros. La compagnie d'assurance vie ne peut pas verser 2% de rentabilité sur un placement, alors qu'elle va placer l'argent et avoir une rentabilité à 0 ou à 1. Ça, c'est pas possible. Elle perdrait de l'argent. Et généralement, la compagnie, son métier, justement, c'est d'anticiper et de prévoir. Donc, ce n'est pas un système. S'il n'y a pas de prise de risque par les compagnies, donc vous allez trouver sur le site de la Fédération française d'assurance vie tout ce qui concerne justement la solidité des compagnies. Maintenant, on prend des compagnies quand même assez solides et assez connues sur la place, hein, avec des grands groupes mutualistes, etc. Pour le coup, il n'y a pas de risque. Il y a même des compagnies, je crois que c'est au Luxembourg, où ils sont obligés d'avoir en dépôt l'équivalent de ce que dépose le client. Donc, vous voyez, c'est même encore plus strict. Ok. Alors, du coup, bon, après, là, on va presque attendre 1h30. Alors, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je vais peut-être finir par une ou deux questions. Je vois que André aussi, qui fait partie de Quintessence, il répond aussi par chat. Certains les demandent aussi en contact. Et je vous rappelle que vous avez bien sûr le formulaire à la fin pour avoir un conseiller. On avait des questions sur l'option de sécurisation des plus-values. Quel rythme s'opère-t-il? Et aussi, quel est le montant des garanties planchers dont tu as parlé? Et en fait, on choisit, chaque épargnant est libre de choisir le montant de ses plus-values. On peut dire qu'au-delà de, je sais pas, 20 ou 30% ou 40% de plus-value, on va automatiquement choisir de sécuriser la somme qui va dépasser ce gain. Il va être mis de côté, par exemple sur le fonds en euros, d'accord. Bon, l'objectif, là, pour le coup, ne sera pas d'avoir du rendement, mais de sécuriser, de prendre son bénéfice et de le mettre de côté. Donc après, c'est vraiment au choix. Hein. Chaque personne, il n'y a pas de règle. Chacun fait en fonction des gens qui estiment que quand on a gagné 10%, c'est très bien. D'autres qui estiment que non, 10, ça ne suffit pas, c'est 30. Et voilà, on a tous une approche différente de ce qu'on considère comme étant du rendement ou de la performance. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir. Donc dans les options, il faut regarder ces systèmes d'options. L'investissement progressif, nous, on en parle souvent, conseiller d'investir régulièrement sur les fonds, et puis aussi d'être capable de faire des arbitrages, de sécuriser ses plus-values, c'est toujours une bonne chose. Ok, effectivement, après, il y avait aussi d'autres questions. Est-ce que c'est mieux de privilégier le mandat de gestion ou la gestion libre? Je pense que ça aussi, c'est suivant le profil et suivant.
Ok. Bon, bah, enfin, désolée pour tous ceux à qui on n'a pas pu répondre. J'essaie de prendre voilà, les grandes thématiques qu'il y avait eu. Et puis pour les questions vraiment plus précises, je vous invite vraiment à contacter un de nos spécialistes. Donc, ça va arriver automatiquement à la fin du webinaire. Vous allez recevoir aussi le lien pour le formulaire par email pour tous ceux qui se sont inscrits. J'ai vu aussi, donc dans les sondages, il y a 70% des gens qui sont intéressés pour souscrire un contrat d'assurance vie, qu'ils en aient ou pas. Donc, je vous incite vraiment à remplir ce formulaire et après, il n'y a aucune obligation. De toute façon, c'est un premier rendez-vous pour du conseil. Voilà. Et ben, en tout cas, merci à tous. C'était un réel succès vu toutes les questions qu'il y a eu. Et puis voilà, on va se retrouver. Je vous invite aussi à suivre, bien sûr, par exemple la page LinkedIn ou Facebook du groupe Quintessence, aussi Privilège Courtage. Comme ça, vous serez tenus au courant des webinaires qui se tiennent régulièrement. Et puis pour ceux qui avaient posé la question, le support sera envoyé courant de semaine prochaine par email. Par contre, le replay sera envoyé juste après la présentation, ainsi que le lien vers le formulaire pour demander tout de suite un rendez-vous. Merci beaucoup Vincent, merci à tous. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.